Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous allons aborder notre deuxième sujet qui concerne le Burkina Faso pour parler de la visite de la ministre allemande du développement. Mais bien avant de parler du Burkina Faso, on va faire un dernier tour de table sur le Tchad, puisque on a noté que la question n'était pas totalement abordée avant la fin de l'heure impartie pour ce sujet. On va faire un dernier tour de table sur cette annonce faite par le Premier ministre Succès Masra qui annonce une enquête de type international. Vous voulez ajouter quelque chose à moi? Oui, je voudrais juste ajouter le fait que le monsieur qui a été assassiné est de la même ethnie, Zagawa, comme la famille Déby. Vous savez que c'est eux qui dirigent. Ils sont des cousins. Ça fait plus de 20 ans, ils sont là. Et ne craignez pas que demain il puisse apparaître un conflit interne au sein du clan, et que même avec cette présidentielle, on peut craindre à tout moment qu'il puisse y avoir des grabuges, parce que les coups d'État sont maintenant des manques mûrs qui tombent. C'est-à-dire, à tout moment, ça peut s'inventer. Surtout que tu sais que tu n'es pas bien assis. Il y a des centaines de généraux là-bas au Tchad. Et au-delà de ça, on a comme l'impression que les gens avaient préparé leur truc pour assassiner le monsieur. Et ils avaient simulé des attaques quelque part, comme quoi on a attaqué le camp des services de renseignement. Et tout ça là pour pouvoir justifier leur forfait, leur crime. Des tirs nourris pendant 1 heure de temps sur un QG des partis politiques. Même si on suppose que ces gens-là ont des armes, rien ne le prouve, et dire que c'est eux qui ont tiré en premier, tout simplement, on l'aurait accusé par rapport à ce qui s'est passé la veille. Et donc, il faut rapidement le neutraliser pour qu'il y ait quelque chose. Alors que pour vous, c'était prémédité. Cette intervention était préméditée avec pour objectif d'éliminer Yaya Dillo. D'éliminer Yaya Dillo. Yaya Dillo était restant le seul opposant. À part Masra, c'était le seul opposant. Beaucoup ont fui. Il y en a plein, sauf qu'ils n'ont pas la même beaucoup sont allés popularité. Saleh Kebzabo, lui, c'est lui qui est décédé. Il y a qui est disparu. Qui est là. Saleh Kebzabo. Celui qui est dans le gouvernement. Voilà. C'est des mangeurs. Il était l'ancien Premier ministre. C'est les buveurs de lait. C'est eux qui boivent le lait au Tchad. Et ils sont même plus farouches contre le peuple. Vous voyez comment l'homme change de nature. Donc, Yaya Dillo reste quelqu'un d'intègre. On le dit, il est resté intègre. Parce que, sachant que ça vient en danger... Parce que si on veut parler aussi des tournants politiques de Yaya Dillo, là encore, il y a des choses à dire. Non, je parle d'un angle. Ok, d'accord. Un angle où il faut chercher le bien du peuple. Parce que les gens peuvent s'aborder, mais rester intègres par rapport au changement, c'est-à-dire au bon, comment on dit ça, à ce que veut le peuple, quoi. À la conviction du peuple, qu'est-ce que veut le peuple. En tout cas, pour vous... Il y a un changement. On ne peut pas laisser un président pas mourir, qu'on emmène son fils, et on le bombarde général. Ça, c'est incommensurable. Et maintenant, ce monsieur, il est venu, il y a 300 morts. Beaucoup ont disparu. Les opposants ont été chassés. Et les chiffres là aussi varient selon les camps. Il faut toujours... Mais souvent, en journalisme, nous sommes les journalistes. On vous dit 1000 morts. 1000 morts, on réduit ça à 150 morts. Vous dites 1000 morts, ça peut créer un autre problème. Surtout quand c'est un conflit, c'est un conflit entre deux ethnies. C'est ça. Donc, vous allez voir après 2 heures de temps, les chiffres vont évoluer. Ce qu'on nous a donné, c'est les chiffres officiels. Ah oui, bien sûr. Ah oui, donc quand on parle de chiffres officiels, il y a un chiffre officieux. Merci. Et vous préférez les chiffres officieux. Merci beaucoup, en tout cas, à vous. Il faut dire la vérité. Mais quelque chose à ajouter, Ibrahim? Non, ça veut dire que, Ambroise le disait tantôt, M. Yaya Dillo reste l'opposant le plus farouche au régime Mahamat Déby, parce que après que Succès Masra ait rejoint le gouvernement, il n'est resté que lui, et sans oublier aussi que son cousin, le grand frère de Idriss Déby, Saleh Itno, l'a rejoint. Oui. Et ça constituait vraiment... Qui a ici aussi été arrêté. Il a été arrêté dans cette affaire. Et donc, ça veut dire que le duo Yaya Dillo Déby est financièrement bien assis. Donc, on voyait déjà la formation politique de Yaya Dillo en pôle position pour pouvoir contrer la candidature de Mahamat Déby. Et au-delà de tout ce que l'on peut dire par rapport au fait que le groupe de Yaya Dillo soit armé et tout ça, là on voyait plutôt un positionnement qui dérangeait beaucoup les nouvelles autorités du Tchad, et en ce sens que aux élections présidentielles qui se profilent à l'horizon en mai, le 6 mai, le calendrier venait à être maintenu, ça pouvait vraiment
constituer un tournant décisif. Et les chances pour que l'actuel homme fort de N'Djamena puisse passer vraiment étaient très minces. Bon, maintenant qu'on a arrêté Saleh Itino, on a tué Yaya Dilo, bon, vous voyez que c'est un boulevard qui se dessine pour... Masra qui s'est rallié. Le Matra qui s'est rallié, voilà, donc c'est un boulevard. Donc, Mahama Itino Déby peut penser que bon voilà, tout est déjà balisé, que bon, s'il allait aux élections, il pouvait s'en sortir sans vraiment trop de difficultés. Et surtout que quand il y a eu l'assassinat de Dilo, les gens vont commencer par avoir peur, vous savez. Personne n'oserait plus aller, c'est aussi une façon aussi pour dissuader d'éventuelles candidatures qui pourraient déranger le camp Déby. Alors, Germain Pouli, que dire de la situation? Le Premier ministre annonce une enquête de type international pour élucider les circonstances du décès ou de la mort de Yaya Dilo. Oui, je crois qu'on a besoin de faire la lumière sur cette affaire. Parce que le Tchad, je le disais tantôt, a fait quand même une grande avancée vers la réconciliation, avec la nomination de Succès Masra à la primature. Avant, quand on parle d'opposants, on voit que Succès Masra comme le leader de cette opposition-là, et on a vu comment la confrontation entre les deux hommes qui aujourd'hui partagent le pouvoir a ébranlé un peu le Tchad. Donc, pour moi, la nomination de Succès Masra dans un gouvernement d'union était une étape importante pour le Tchad pour aller vers la réconciliation. Maintenant, il y a une guerre fratricide, une guerre familiale depuis des décennies. Vous allez voir que tous ces opposants, surtout les opposants armés, sont toujours des cousins ou des oncles du président. C'est pas d'autres ethnies, c'est pas d'autres personnes en dehors du cercle du pouvoir, mais c'est des bagarres dans une famille qu'on transporte sur la scène politique. Et donc, Yaya Dilo, c'est un cousin du président actuel, du général Déby. Aujourd'hui, il veut compétir. Ce drame est arrivé, et on le regrette. Et comme je le disais, que ça vient refroidir le processus électoral. Maintenant, pour qu'il y ait plus de garanties pour les autres opposants qui sont là, qui ont tendance à croire qu'on élimine les opposants les plus en vue, il faut pouvoir faire la lumière dessus. Sur cette affaire d'attaque à l'agence au service de renseignement, et puis finalement cette attaque aussi du parti qui a causé la mort donc de Dilo. Il faut qu'il y ait quand même une lumière. Il faut que certains États ou certains organismes internationaux soient associés pour que les résultats de cette enquête-là soient beaucoup plus confortés, plus crédibles. Maintenant, il y a eu un décès. Je crois que comme la campagne, généralement, c'est quand la campagne est lancée que ça porte un coup dur au processus électoral. Dans ce cas, je pense que si la classe politique s'entend pour redéfinir donc les règles du jeu, surtout sur le plan sécuritaire, le processus pourra se poursuivre. Et le souhait vivement, c'est vraiment que le Tchad quitte cette situation de transition pour que des autorités légales et légalement issues des urnes donc prennent les rênes du pouvoir pour réconcilier ce pays-là, parce que il est assez divisé, il est divisé sous diverses formes, comme on était en train de le voir. Alors, je reste avec vous, Germain Pouli, pour parler du Burkina présent. Nous allons parler donc de cette visite de la ministre allemande du développement. Elle est arrivée depuis ce début de semaine, hier, donc au Burkina Faso. Elle s'envole ce soir pour le Bénin. Svenja Sulze est la ministre allemande du développement. Elle vient s'enquérir de la situation qui prévaut actuellement au Burkina Faso. On sait que depuis la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, on ne voit pas de telles
telle visite de leaders ou bien de grandes personnalités européennes dans ce pays du Sahel. Le Burkina a reçu donc la ministre allemande du développement hier. Elle aura au programme, ou elle a à son programme plusieurs visites. Elle s'enquiert de la situation et aussi propose l'aide de son pays dans la lutte contre le terrorisme à divers niveaux. Pour elle, il s'agit aussi d'une manière pour l'Allemagne de se mettre à l'abri de ce phénomène. On sait que souvent les Européens, quand ils sont dans les pays en proie au terrorisme, leurs ressortissants sont souvent arrêtés, souvent sont arrêtés pour rançon ou carrément tués. Et donc, selon elle, intervenir sur ce plan aussi, ce serait de se mettre d'une certaine manière à l'abri. Nous allons parler de cette visite, une première donc au Burkina depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré. Oui, je crois que c'est un bon signal pour ce gouvernement, parce que quand un officiel européen de la trempe, donc de ce ministre du développement qui, il faut le dire aussi, en même temps vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique occidentale et centrale, vient, ça voudrait dire quelque part le pays n'est plus aussi isolé, en tout cas on le faisait croire, et donc la ministre allemande est venue proposer le soutien de l'Allemagne pour lutter contre le terrorisme. C'est une tournée qui la conduira au Bénin, vous l'avez dit également, et donc dans ces deux pays, elle vient voir comment l'Allemagne peut aider. Et en même temps, quand on parle de l'Allemagne, on voit aussi l'Union européenne en filigrane, parce que c'est bien le leader donc de l'Union européenne. À partir du moment où la France est mal vue dans la plupart de ces pays, essentiellement les trois pays qui ont formé l'AES, donc l'Allemagne, je pense, prend un peu le relais pour sauver un peu les meubles, pour éviter aussi de mettre à l'écart ces trois pays-là qui risquent d'être récupérés. Et l'Europe est consciente de cela par les nouvelles puissances émergentes aujourd'hui. Elle n'a pas manqué de le souligner aussi. Voilà. Donc c'est une question d'intérêt. Les Européens remarquent qu'ils perdent dans cet espace de la CEDEAO. Et la CEDEAO aussi, qui, avec la menace de sortie aussi, on a vu comment elle s'est réunie pour essayer de revenir un peu à la raison de Guillaume, et donc de vouloir renégocier tout ce qu'il y avait comme sanctions et décisions envers ce pays-là aujourd'hui. C'est une autre vision. Il faut venir aider ces pays-là à combattre le principal problème, c'est le terrorisme. Après, c'est les questions de lutte contre la pauvreté, l'emploi des jeunes. Et donc, l'Allemagne, vous savez, est un pays très engagé dans le soutien économique aux initiatives des femmes, à l'emploi des jeunes, surtout dans le domaine de la formation, donc au niveau de la formation professionnelle. Et donc l'Allemagne est venue donc proposer ces services-là au Burkina Faso. C'est dire que désormais le coup d'État est derrière le Burkina, parce que la tendance est aujourd'hui à la normalisation. La CEDEAO a lancé le temps. L'Union européenne, qui était derrière la CEDEAO, la France notamment, qui avait pratiquement inspiré ces sanctions-là, se rend compte que ce n'est pas la bonne démarche. Il s'agit de pays qui ont véritablement besoin d'aide pour régler des problèmes qui sont réels et qui sont cruciaux, aussi bien pour eux-mêmes que pour le reste du monde. Vous l'avez dit tantôt, ce terrorisme aussi concerne toutes les entreprises occidentales installées chez nous, dont la plupart des employés ou des patrons sont souvent menacés par des prises d'otages, des réclamations de sanctions, des demandes de sanctions et de rançons et tout cela. Donc l'Europe a intérêt à ce que ces pays qui sont à genoux à cause du terrorisme se remettent sur pied, et on ne peut que saluer donc cette visite-là et espérer que ça va être le début d'une franche collaboration pour aider ce pays à se relever, parce que ailleurs aussi on accuse ces Occidentaux d'être un peu à l'origine du terrorisme qui fragilise nos pays. Et l'Allemagne, qui est un pays
qui n'est pas souvent contesté, qui est assez effacé, qui a des rapports assez différents avec la France. C'est bien que ce soit cette Allemagne-là qui ouvre le bal du côté des Occidentaux, espérant que d'autres suivront pour établir la coopération avec ces pays-là et les aider à se mettre sur pied. Alors, Ibrahim Macha, la ministre allemande du développement, est au Burkina Faso. Elle s'entretient avec les autorités burkinabées. Elle vient s'enquérir de la situation dans le Sahel, précisément au Burkina, et apporter l'aide de l'Allemagne au développement à travers la lutte contre la pauvreté, mais aussi dans la lutte contre le terrorisme. Elle partira après pour le Bénin. Oui, je pense que c'est une tournée que la ministre allemande entreprend, et surtout qu'au niveau du Sahel, il y a quand même un enjeu géopolitique qui est bien présent là-bas. Et toutes les puissances occidentales voudraient avoir un regard sur le Sahel. Le Sahel représente un enjeu que je venais de dire tout à l'heure en matière de géopolitique, en ce sens que quand vous possédez le Sahel, c'est que vous avez aussi le contrôle sur plusieurs routes. Et sans oublier aussi que le Sahel aussi est très actuellement courtisé par les puissances émergentes. Je veux parler de la Turquie et de la Chine. Et sans oublier aussi la Russie qui veut aussi avoir une certaine influence dans cette zone. Donc l'Allemagne qui entretenait des relations avec le Burkina Faso, des relations qui remontent à déjà 1960. Donc ça ne peut que, l'Allemagne ne peut que revenir et consolider encore cette relation, bien cette coopération qui existait entre les deux pays, étant donné que tout récemment les États de l'AES ont menacé de quitter la CEDEAO, et vous comprenez que il y avait, quoi qu'on dise, en tout cas une rupture avec l'Union européenne, en ce sens que l'Union européenne qui agit aussi directement en tenant compte de l'agenda de la CEDEAO. Donc du moment où ces États-là veulent se retirer de la CEDEAO, ça brisait aussi en même temps des liens de coopération avec l'Union européenne. Mais au niveau de l'Union européenne, chaque pays aussi a sa façon d'appréhender la politique, de faire, en tout cas de voir la coopération avec les pays de l'Afrique. Au niveau de l'Allemagne, la politique étrangère voudrait qu'on renforce la sécurité, les liens de coopération avec les pays pour lesquels ils ont déjà des coopérations, pour lesquelles ils ont déjà, en tout cas, quoi qu'on dise, des liens d'amitié qui durent, en tout cas, des lustres. Et la ministre, en venant aussi, vous savez, l'Allemagne est très regardant par rapport à la lutte contre la pauvreté. Donc il y a le volet lutte contre la pauvreté qui est à son agenda. Donc il y aura des mécanismes sur lesquels ils vont discuter, voir éventuellement comment l'Allemagne peut apporter son appui au Burkina Faso. Sans oublier aussi que sur le côté sécuritaire, l'Allemagne était déjà engagée dans le soutien du G5 Sahel, qui était un mécanisme de riposte au terrorisme, mais entre-temps, lorsqu'il y a eu des relations très dures et difficiles avec les Occidentaux, ce mécanisme n'était pas, à proprement parler, encore en bon point. Donc il fallait quand même revoir comment redéployer ou bien comment redéfinir les relations de coopération dans le sens d'appui à la lutte contre le terrorisme au Sahel. Donc le Burkina Faso peut, comme c'est déjà le cas sous Roch Christian Kaboré, l'Allemagne avait déjà envoyé de l'aide, ce qui se chiffrait à près de 16 millions d'euros pour pouvoir appuyer la lutte contre le terrorisme. Donc cette fois-ci aussi, c'est probable, et il y avait déjà des bribes d'informations qui étaient sorties comme quoi l'Allemagne devait envoyer aussi de la logistique pour aider l'armée burkinabé à pouvoir faire face à ces bandes
armée terroriste là qui en tout cas endeuille le peuple et qui crée de la désolation dans la partie centrale et dans l'extrême nord du Burkina Faso. Donc je pense que c'est une façon de redéfinir leur coopération et voir éventuellement comment l'Allemagne peut être toujours aux côtés du Burkina Faso dans ces périodes difficiles. Alors, Ambroise Gondjo, la ministre allemande du développement, est en visite au Burkina Faso pour officiellement s'enquérir de la situation dans ce pays et proposer aussi le soutien ou l'aide de l'Allemagne à lutter contre le terrorisme et la famine au Sahel, plus précisément au Burkina Faso. Elle se rendra après au Bénin. Oui, je crois que cette visite intervient dans un contexte un peu compliqué pour les Occidentaux, contrairement à ce que Germain a dit, que c'est plutôt une aubaine pour le Burkina Faso. Quand vous lisez bien l'actualité avec la construction des États du Sahel, vous comprendrez que le président Ibrahim Traoré s'en fout de qui vient le visiter, surtout parlant de l'Occident, sachant très bien que c'est des gens qui peuvent participer aussi de façon multiforme à aider le Burkina à évoluer sur le plan du développement. Au demeurant, leur contexte actuel, surtout le jeune président là, c'est pas son problème si quelqu'un visite ou pas. Si vous lisez bien l'actualité, vous comprendrez ses positions, contrairement peut-être au Mali qui sont un peu plus diplomatiques et qui sont un peu plus poignes. Ici, c'est autre chose. Pour vous dire en réalité que la dame a eu chance même d'être reçue par le jeune président Ibrahim. Parce que le contexte est tellement que les gens accusent les Occidentaux d'avoir fabriqué les terroristes qui viennent les terroriser ici chez eux. Parce qu'ils ont clairement dit que tout concourt à ce qu'on dise que les terroristes sont nourris, véhiculés et armés par les pays occidentaux. Même si des noms n'ont pas été cités, des pays n'ont pas été cités directement. C'est vrai, la France a toujours été lorgnée. Mais ce n'est pas facile et aisé de vivre l'affre des terroristes chez soi, sachant que c'est quelqu'un d'autre qui est là aisément chez lui et qui finance. Donc si l'appréhension là déjà est suspendue en l'air, vous imaginez que Ibrahim n'a besoin de personne. Mieux même, il peut les chasser. Maintenant, ce qu'il y a à faire, moi-même j'ai été surpris qu'avec cette posture où on prend les membres de la société civile, les anciens ministres qui doivent aller au front, et qu'on reçoit un ministre allemand, et je me dis que les Allemands ont de la chance. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Les Allemands ont eu de la chance parce que l'idée arrêtée que les gens ont en tant que dirigeants de ces pays-là, ce n'est pas ce que les Blancs ont, ce n'est pas ce que nous on a au Togo et ailleurs. Parce que les gens, à un moment donné, ils ont compris que mais ces gens-là, ils veulent nous détruire. Nous détruire, piller nos ressources. C'est la chanson qu'il y a. Et ça les a amenés à se constituer un État, en 3 États, donc en un espace géographique où cohabitent 3 pouvoirs. Et ça aussi, ce n'est pas facile. Donc il faut le leur jeter des fleurs pour ça. Maintenant, l'arrivée du ministre allemand, ce qui me plaît de cette dame, c'est qu'elle est aussi claire sur l'objectif de sa visite. On ne peut pas laisser la Chine, notre champ habituel à d'autres puissances comme la Chine et la Russie. Nous avons toujours travaillé avec les Burkinabés, le peuple burkinabé, le peuple du Sahel, en matière de développement. Nous avons apporté ce qu'il y a lieu, même si en sourdine, on sait qu'elle a aussi précisé ça, que pour qu'elles en tirent aussi profit de tout ce qui peut faire avancer le Burkina. Ça veut dire que j'aime des gens pragmatiques et véridiques. Ce ne sont pas ces habillages diplomatiques là que les gens font, mais tout en soutirant, en sourdine, ce que les gens ne voient pas. Je prends le cas du Mali, même le train qu'on a ici chez nous au Togo. Je ne vais pas donner le nom de qui que ce soit, mais le train qu'on a au Mali actuellement, ou au Maroc et partout, ce n'est pas ça qu'on a ici. Nous on a un train à Zizo ici. Et ce train à Zizo n'atteint même pas, c'est à quoi pour seulement que ce train atteint. Qu'est-ce que ça vient faire dans cette visite? Justement, ça veut dire que c'est pour corroborer avec ce que la dame a dit. La dame a dit, notre collaboration, c'est dans le sens du développement du peuple burkinabé. Pour que nous aussi on en tire profit. Qu'on ne laisse pas ce champ-là à d'autres puissances pour qu'ils viennent tirer profit, alors que c'est nous qui avons sarclé avec nos amis burkinabés ce champ-là pour que ça devienne. C'est pourquoi nous voulons les aider pour lutter contre le terrorisme, les aider au plan de développement pour que la population puisse être en paix et construire le pays
pour que tous nous en profitons. C'est ce que j'ai cru dire quelque part. Effectivement. Et donc, moi, je suis toujours, je reste là surpris toujours que Ibrahim Traoré, qui a pris Guy avec Cam, Ouais. j'étais surpris. L'avocat. L'avocat, c'est des gens qui maintiennent le flambeau de la démocratie au Burkina Faso. Si vous êtes un régime voyou, vous n'arrivez pas en coup d'État, eux, ils ne dorment pas. Mais quand le monsieur, que moi j'adule, a commencé par prendre ces gens-là, je me suis dit non, il ne faut pas qu'il reste sur ce terrain. Et Sonko, le Sénégalais, Ousmane, lui a dit ça, qu'il faut libérer ce monsieur-là. Il n'a rien à voir avec ce que vous faites. Vous êtes des militaires. Mais ceux qui tiennent l'avant-garde, c'est la société civile. Sans eux, lui ne sera pas là-bas. Et il n'a même pas l'âge pour faire un coup d'État. Est-ce que vous me comprenez? Donc aujourd'hui, je salue l'Allemagne. L'Allemagne a fait la même démarche au Mali. Mais pourquoi ce ne sont pas les autres? Et c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne joue un jeu franc, pragmatique et réaliste. Je ne suis pas en train d'envoyer des félicitations à l'Allemagne. Mais l'Allemagne donne l'impression qu'elle connaît mieux le terrain que ceux-là qui se disent avoir colonisé ce pays-là. Le Togo a été colonisé par l'Allemagne. Et les réalisations que l'Allemagne a fait ici, il y a toujours des vestiges qui sont toujours là. Mais je n'ai rien contre d'abord contre les Français. Moi j'ai beaucoup d'amis qui sont français. Peut-être j'ai des greffes contre ceux qui dirigent la France. Parce qu'ils ne savent pas tenir l'esprit d'un partenariat entre États. La France pouvait mieux faire ici, pouvait mieux faire au Burkina Faso. La France pouvait ne même pas être chassée du Burkina. Si les jeux étaient clairs au départ et qu'il n'y ait pas cette contorsion-là de pouvoir garder ce qui n'est pas toujours à soi. Si tu gardes ce qui n'est pas à toi, mais si la personne découvre que c'est ça, il se lève un beau matin, on te chasse, il n'y aura même pas de compromis ni de négociation. C'est ce qui est arrivé au Mali, au Niger et au Burkina. Mais l'Allemagne est sur le terrain, mais pas seulement pour l'Allemagne. C'est là où le couac peut arriver. L'Allemagne est là pour ses partenaires européens aussi. Effectivement. Alors, est-ce à dire aussi que cette présence de l'Allemagne à travers sa ministre du Développement et aussi pour l'Europe, est-ce que cela marque un tournant vers dans les relations entre le Burkina et l'Europe de façon générale? Puisqu'on sait que l'Europe s'était au prime abord alignée derrière la position de la France, on sait que la France n'est pas bienvenue. Donc depuis l'avènement d'Ibrahim Traoré au pouvoir, on n'a plus vu de leader européen de cette trempe-là au Burkina. Tu as fait une très belle analyse, mais rien n'est moins sûr. Parce qu'avec Ibrahim Traoré et consort, surtout que même ils ne savent même pas, pour le moment, la transition, même on ne sait même pas là où on va la déposer. On ne sait pas quand on va organiser les élections. On ne sait pas quand ça va parler de sécurisation de tous les territoires en mettant un terme à l'arrivée des djihadistes ou aux attaques terroristes. Rien n'est moins sûr. Parce que l'Allemagne a intérêt à parler pour le moment d'elle-même d'abord. Parce que si jamais le nom de la France sort, Traoré peut le chasser à tout moment. Je ne vous cache rien. Mes confrères ne peuvent pas me démentir. Parce que le monsieur, ça dit que c'est un fougueux. C'est un jeune qui est fougueux, mais qui est très intelligent. Non, ce n'est pas une insulte, le fougueux. Même vous voyez, n'est pas une insulte. Un fougueux, c'est quelqu'un qui va droit au but, mais avec une certaine excitabilité. Mais pour un chef d'État, revenons à je vous dis que moi j'adule, nous adulons ces chefs d'État-là qui sont du Sahel. Donc tu ne me vois pas insulter Traoré. Sauf que je dis, quand il tire pour le chat, il faut voir la souris. Pour dire qu'il n'a pas seulement de bons côtés, mais il faut qu'il aménage et améliore son mauvais côté pour ne pas paraître à un moment donné impopulaire aux yeux des Africains qui l'adulent comme moi. C'est pourquoi j'apprécie Goïta. Goïta, il est silencieux, il est en sourdine, mais il est efficace. Merci beaucoup à vous, Ambroise. Quelque chose à ajouter? Est-ce que cette présence de la ministre allemande traduit un rapprochement entre le Burkina et l'Europe tout entière? Oui, tout à fait. Je crois que l'Europe est une entité. Les têtes de wagon, c'est l'Allemagne et la France. Aujourd'hui, vous l'avez dit, l'Allemagne n'est pas en odeur de sainteté, avec une bonne partie de pays sahéliens et francophones en général. Et donc, l'Allemagne peut se présenter devant. Vous avez vu, en tant qu'on demandait à la France de partir, la France a vite fait de monter une force européenne à la place
de la force française, ce que les pays avaient refusé. Finalement, on chassait cette force européenne. Mais aujourd'hui, quand c'est un pays comme l'Allemagne qui prend le devant, et comme je le disais, si l'Europe est sincère, parce qu'en Afrique, on continue pas à croire qu'il n'y a pas que les Européens, il y a aussi les Américains, on pense que c'est les Occidentaux en général qui ont semé le terrorisme chez nous. Et s'ils viennent nous aider, il faut qu'ils nous aident réellement. Sincérité. Voilà, donc aujourd'hui, l'Allemagne est un pays qui n'est pas trop trempé dans ce qu'on pourrait appeler la malhonnêteté des hommes politiques ou des systèmes politiques occidentaux. Et donc, ça pourrait le faire. Et surtout que ce pays qui, après les 2 guerres, a tout perdu en Afrique et dans le monde, a envie de revenir aussi sur des terres où les autres occidentaux en profitent. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et j'espère que le message est passé. On a vu l'Allemagne aussi envoyer des véhicules et soutenir aussi le combat dans ce pays-là. C'est dans cette logique que le pays se situe. Et donc, on espère que ça sera le choix de toute l'Europe. On a vu que l'Europe a induit la CEDEAO en erreur dans cette affaire de sanctions. La CEDEAO se ressaisit. Si les Européens se ressaisissent aussi, c'est une bonne chose. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal. Puis on revient juste après pour la suite de cette émission.